Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Stanislas Berton. Bonjour monsieur. Bonjour. Stanislas Berton, ancien chef d'entreprise, aujourd'hui reconverti dans l'analyse économique et la gestion des risques. Alors Stanislas, vous êtes déjà venu de nombreuses fois sur ce plateau. Vous étiez venu, en tout cas c'est moi qui vous aviez reçu pour présenter cet ouvrage, La France retrouvée, qui avait remporté un véritable succès de librairie et d'ailleurs que nos téléspectateurs peuvent retrouver sur la boutique officielle de notre chaîne. Vous venez aujourd'hui nous présenter le volume 2 de cet ouvrage, un essai, L'homme et la cité, que nos téléspectateurs pourront aussi se procurer sur la boutique de TV Liberté. Stanislas Berton. Commençons. Au cours de l'année 2020, dites-vous, nous avons assisté à la mise en œuvre d'un nouvel ordre mondial fondé sur la manipulation de masse, les suppressions de liberté et l'asservissement généralisé des populations. Alors moi j'ai envie de vous dire, un journaliste normal serait tenté de vous accuser de complotisme. Qu'est-ce que vous lui répondriez ? Je répondrais que je plaide coupable, et ce, avec d'autant plus de fierté qu'aujourd'hui, être complotiste, c'est avoir entre 6 mois et 1 an d'avance. C'est pas faux. Je voyais sur Internet, il me faut une nouvelle théorie du complot parce que l'ancienne est devenue vraie. C'est ça, c'est exactement ce à quoi on assiste depuis plus d'un an. Alors sur l'asservissement généralisé des populations, vous faites évidemment référence à leur soumission à cette espèce de politique que l'on voit mise en œuvre par le gouvernement. Oui, entre autres, oui, mais je fais référence aussi à tout ce processus, parce que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est vraiment un aboutissement, et c'est ce que j'essaye d'ailleurs de montrer dans le livre, c'est l'articulation des différents niveaux qui ont permis d'arriver à ce à quoi on arrive aujourd'hui. Alors, vous dites, à propos de tout ce que l'on vit depuis bientôt 2 ans, le plus terrifiant dans le phénomène auquel nous assistons, c'est la rapidité à laquelle il s'est produit. Comment vous expliquez cette rapidité, justement ? Ça s'explique parce qu'il y a des moyens déjà considérables qui sont, qui ont été employés. C'est-à-dire qu'on voit, une convergence entre des grandes institutions internationales. Donc je pense par exemple à l'OMS, je pense à l'action des gouvernements, et pas qu'en France, dans le monde entier. Ce qui est frappant aussi dans la crise qu'on traverse, c'est qu'on voit exactement les mêmes recettes, les mêmes éléments de langage, les mêmes politiques publiques qui sont appliquées en fait dans tous les pays du monde. Indépendamment des cultures, des spécificités locales, etc., avec quand même quelques exceptions, mais qui sont très rares. Et puis bien sûr, les médias, qui là encore, tous les médias du monde ont utilisé les mêmes éléments de langage. Donc on est face à un véritable feu nourri, ce que j'appelle une guerre cognitive, sur les corps comme sur les esprits. Oui, on a entendu un certain nombre de responsables politiques dire construire un monde meilleur que celui d'avant en tout cas. Oui, alors ça, c'est toujours la justification. On fait toujours tout ce qui est fait, tout ce qui est de la rupture, se fait toujours, bien sûr, au nom soit du progrès, soit de l'égalité, soit du bien-être. Et bien sûr, on sait aujourd'hui que, en général, ces mots qui sont accrocheurs, en fait, cachent souvent une réalité qui est beaucoup moins reluisante. C'est une révolution en marche en permanence. C'est la révolution, elle ne s'arrête jamais. Oui, c'est la marche vers le progrès et vers un nouvel ordre mondial qui est de plus en plus assumé par ceux qui veulent le mettre en œuvre. Cette rapidité avec laquelle tout s'est mis en place, est-ce que ça ne démontre pas quelque part une forme de préméditation ? Ah oui, absolument. Et c'est ce que j'essaye d'ailleurs notamment de montrer dans le livre, c'est que c'est un processus qui a commencé il y a longtemps et c'est ce qui s'appelle la politique des petits pas. C'est-à-dire que petit à petit, on avance et il y a des jalons qui sont franchis, des objectifs qui sont atteints. Et petit à petit, en fait, les peuples, notamment les peuples occidentaux, se retrouvent enfermés dans une nasse qui limite de plus en plus leur liberté jusqu'au point où, aujourd'hui, ils n'en ont quasiment plus. C'est la grenouille dans la casserole. C'est exactement ça, c'est la grenouille dans la casserole. Et là, on est au point où la grenouille est vraiment en train de cuire et commence à se dire il faudrait que je sorte de la casserole, mais on se rend compte que le bord est devenu bien haut. Politique des petits pas qui était chère à Jean Monnet, l'un des pères de notre chère construction européenne. Absolument. Et d'ailleurs, sur cette préméditation, vous me direz ce que vous en pensez. J'entendais le député hollandais Thierry Baudet évoquer devant son assemblée ce rapport de la fondation Rockefeller qui datait de 2010 et qui évoquait
une pandémie qui évoquait un renforcement des pouvoirs des gouvernements, une soumission des populations et une organisation politique qui se poursuivrait au-delà en temps de la pandémie. Oui, tout à fait. Je pense que vous faites référence notamment au projet Lockstep de la Fondation Rockefeller, qu'en effet a évoqué Thierry Baudet. Il y a des éléments de ce type, mais on peut même remonter bien plus loin. On sait par exemple que Jacques Attali parlait, je crois que c'était en 1982, dans un livre qui s'appelait L'avenir de la vie, parlait d'une pandémie ou en tout cas d'une crise qui pousserait en fait la sélection à se faire d'elle-même. Et de tête, il disait en gros, on créera une réponse qui sera la solution à cette crise et les plus crédules se précipiteront. Et il terminait en disant ils iront eux-mêmes à l'abattoir. Alors j'ai vu sur Internet en effet ce passage circuler. Je ne sais pas s'il est réellement dans le livre. Je ne sais pas si vous avez le livre entre les mains. J'ai eu le livre entre les mains. Et vous avez vu ce passage. Ce passage, oui, tout à fait. Les plus idiots iront se faire vacciner. Je crois que c'est en substance. Pas vaccinés, mais ils se précipiteront et iront eux-mêmes à l'abattoir. Ça vaudrait peut-être d'ailleurs le coup de faire un zoom sur ce sujet-là, mais parlons plutôt de votre essai en attendant. Comment vous expliquez, Stanislas Berthon, le peu de résistance auquel on a assisté dans la population qui, sidérée, a dû se confronter, a dû se soumettre à la politique gouvernementale ? Écoutez, c'est vraiment un long travail, c'est-à-dire qu'on a petit à petit, en fait, ôter les différents éléments de souveraineté que les individus avaient sur eux-mêmes. Donc petit à petit, les gens ont appris en fait à accepter d'être pris en charge. Il y a eu cet état nounou qui a pris de plus en plus d'importance, de plus en plus de place. On a accepté par la technologie le fait d'être de plus en plus dépendant d'outils numériques, d'outils de traçage. On a eu bien sûr une dimension, on en reparlera certainement après, spirituelle. Les gens ont de plus en plus, remettre leur foi en la technologie, la foi dans le gouvernement. La science et la technologie. La science et la technologie, exactement, qui sont devenues des espèces de nouvelles religions. Et donc tout ça explique petit à petit en fait que l'être humain a perdu vraiment sa souveraineté sur lui-même. Alors, vous parlez de l'incompétence des gouvernements, mais quand on entend les propos il y a peu de temps du chef de l'État affirmant qu'il voudrait emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout, est-ce qu'on ne peut pas plutôt parler de malveillance caractérisée ici ? Oui, il y a une vraie volonté de nuire, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. Je rappelle quand même qu'Emmanuel Macron disait, avant même son élection, qu'il n'y a pas de culture française, il n'y a que des cultures en France, qui parlait de Gaulois réfractaires, qui disait il suffisait de traverser la rue pour trouver un travail. Donc il y a un long passif, d'insultes envers les Français, de volonté de déconstruire la France, parlait également de nécessité de déconstruire notre histoire. Enfin, il y a vraiment, ça s'inscrit dans un processus, c'est-à-dire que malheureusement certains découvrent la violence du projet, mais en fait elle était présente depuis longtemps pour qui avait voulu la voir. Il suffisait d'entendre le président hurler « c'est notre projet ». Exactement. S'il le hurlait, c'est peut-être parce qu'il y avait vraiment une violence derrière ce projet en Exactement, particulier. Ou même son discours de victoire devant la pyramide du Louvre, qui avait une symbolique qui n'aura pas échappé à certains. Vous qualifiez, Stanislas Berthon, la politique macronienne de dictature sanitaire. Alors, emmerder les Français, est-ce que ça suffit pour être un dictateur ? Non, ça suffit pas, mais ce qui est surtout, c'est la concentration du pouvoir. Alors au départ, une dictature doit être de façon exceptionnelle, mais là on voit que ça s'inscrit quand même pour durer. Il y a une opacité, par exemple, il faut quand même rappeler que tout est protégé par le secret défense, les délibérations du Conseil de santé sont protégées par le secret défense, donc on ne saura pas ce qui s'est vraiment décidé avant, je crois, ces 50 ans. Et puis il y a le mépris, de tous les plus grands spécialistes, à commencer par le professeur Raoul, qui depuis le début, en fait, il n'est pas le seul, on peut penser au professeur Perron également. Enfin, il y a vraiment un mépris, en fait, de la science au nom de la soi-disant science. Et puis il y a l'opacité de la décision, il y a l'arbitraire qui semble, en fait, être de plus en plus présent dans la vie de la nation. Alors, je suis allé quand même par curiosité vérifier la définition de la dictature dans le Larousse.
Régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par une personne ou par un groupe de personnes qui l'exercent sans contrôle de façon autoritaire. C'est vrai que ça y ressemble. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Vous dites que la crise actuelle constitue l'aboutissement d'un long processus d'ingénierie sociale, commencé dans les années 50. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque ? Ce qui a commencé, c'est qu'on a commencé déjà à détruire l'idée de nation. On a utilisé, et ça c'est quelque chose qui a été vraiment diabolique, c'est qu'on a utilisé la Seconde Guerre mondiale et la tragédie qu'elle a représentée pour discréditer l'idée nationale et dire que, alors ça c'est la tarte à la crème, c'est l'Europe, c'est la paix, la disparition des nations, la fin du nationalisme, c'est la paix. Voilà, on va arriver dans une nouvelle ère de paix universelle, c'est le vieux projet kantien de paix perpétuelle. Et donc ça a commencé là, c'est-à-dire qu'on a commencé à planter l'idée que aimer son pays, aimer sa nation, aimer sa culture, son identité, c'était quelque chose de mal. Le nationalisme, c'est la guerre, avait dit Mitterrand. Exactement, c'est ça. Donc ça, c'est le début. Et puis il y a aussi cette mise en place de l'État-providence qui, au départ, semblait apporter quelque chose de positif, mais on voit que c'était le début de l'engrenage qui aboutit, en fait, où même aujourd'hui, les médecins ne sont même plus libres de prescrire. C'est l'État qui se substitue aux médecins pour dire ce qu'un médecin a le droit de traiter. Donc on est petit à petit dans un système qui a commencé à se mettre en place. Et on a vu aussi, alors là, dans l'après-guerre, on a vu aussi là, c'était plus à partir de mai 68, mais on a vu aussi la destruction de l'éducation, de justement la destruction en fait de toutes les valeurs qui avaient fait notre pays et qui ont commencé à partir de cette période. Manipuler la perception que les gens ont d'eux-mêmes ainsi que du monde qui les entoure. Ça s'est organisé comment avec les institutions ? C'est passé par la construction européenne ? Oui, entre autres, mais c'est surtout beaucoup par les médias, parce que les médias, comme je le dis dans le livre, sont devenus quelque chose entre le ministère de la Vérité de 1984 et une nouvelle Église. En fait, les journalistes sont plutôt des grands prêtres qui défendent une nouvelle religion et malheur à quiconque ose remettre en cause le dogme. Vous dites que notre monde, en particulier ce monde post-Seconde Guerre mondiale, est littéralement fondé sur un tissu de mensonges philosophiques, politiques, économiques et historiques. Jusqu'où va la mythification ? La mythification, elle va très très loin. Elle remonte, par exemple, dans le livre, j'ai voulu faire un article sur le Moyen-Âge, qui est quand même l'âge d'or du christianisme, notamment en France et en Europe, l'âge d'or de la chrétienté. Et en fait, en travaillant sur ce sujet, je me suis rendu compte que tout ce qu'on sait du Moyen-Âge et tout ce qu'on apprend même à l'école sur le Moyen-Âge, en fait, est le fruit de la propagande républicaine, soit révolutionnaire, soit de la fin du 19e. Donc même sur quelque chose d'aussi lointain, en fait, on est dans une réécriture de l'histoire qui, là encore, n'a rien à envier au pire totalitarisme. C'est souvent décrit comme une ère obscure, oui, le Moyen-Âge. Oui, c'est ça, obscure, avec les tartes à la crème, les vilains seigneurs qui écrasent les paysans, l'Inquisition qui brûle tous ceux qui pensent mal sur les bûchers, etc. Et en fait, dès qu'on creuse un peu ce sujet, on se rend compte que c'est tout à fait, c'est un tissu de mensonges, de contre-vérités, d'exagérations. Et ça commence avec ces sujets-là qui sont somme toute assez mineurs. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut être sur le reste. Une ère obscure qui a quand même donné naissance aux plus belles cathédrales du Exactement. monde. Je me demande comment les gens à l'époque, vivant dans un espèce d'esclavage, auraient pu construire des bâtiments comme ceux qu'on peut voir dans nos villes. Vous expliquez que le gouvernement a déployé une stratégie de choc à partir de 2020. En gros, la mise en place d'une sidération avec les médias qui font pression, qui font peur aux gens. La pression, si vous ne vous faites pas vacciner, vous êtes des irresponsables. Et la coercition, en effet, si vous ne vous faites pas vacciner, vous serez puni d'une amende ou alors vous serez traité de fou. Sa phase ultime à cette stratégie de choc, dites-vous, Stanislas Berthon, prendra la forme de confinement climatique ou de crédit social. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces notions ? Oui, tout à fait. En fait, il faut voir que toute cette infrastructure numérique qui a été mise en place pour gérer le pass sanitaire, en fait, elle a vocation à rester. Et elle peut très, très facilement être, je dirais, adaptée
Et on voit qu'aujourd'hui, en plus, la centralisation de tout sur les téléphones portables, notamment paiement, transport, peut-être bientôt vote, etc., en fait, rendent extrêmement facile à la fois le traçage, mais aussi le contrôle numérique. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça sera très simple, c'est que demain, aujourd'hui, on vous confine parce que vous êtes cas contact ou parce que vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez plus accès, vous ne pouvez plus prendre le train, etc. Mais demain, par exemple, on pourra vous dire, écoutez, monsieur Bergerot, vous avez roulé 200 km avec votre voiture qui pollue trop, et bien, hop, le moteur s'arrête, ou vous ne pouvez plus payer à une borne, vous ne pouvez plus payer à la borne d'essence pour prendre de l'essence, vous avez exploité votre crédit CO2, et donc tout s'arrête. Ou vous êtes journaliste sur TVL, vous êtes une chaîne complotiste, et bien vous avez moins 2000 points de crédit social en moins, et eh bien, vous ne pouvez plus obtenir un crédit bancaire, vous ne pouvez plus prendre le train, prendre l'avion. Ce sont des choses qui existent déjà en Chine, le système de crédit social. Est-ce que vous pensez vraiment que ces contrôles par le gouvernement vont s'étendre après la pandémie? Oui, absolument. Je pense que la pandémie était, entre autres, je dirais, l'amorce de ce système-là. Et justement, qui a été rendu, je dirais, c'est ça le génie de ceux qui l'ont mis en place, c'est que le meilleur moyen de le faire accepter, c'est de le faire sous des prétextes sanitaires. C'est toujours cette même idée. On fait ça pour votre bien. La lutte contre le terrorisme et contre le réchauffement climatique ne suffisait pas. Il a fallu mettre une troisième marche Exactement. au projet pour que ça prenne vraiment corps. Oui, exactement. Et en plus, avec l'intelligence de comprendre que, notamment dans les pays occidentaux, nous sommes dans des populations qui sont quand même assez vieillissantes par rapport à la norme mondiale. Et que qu'est-ce qui fait le plus peur à des gens âgés? C'est justement la peur de la maladie. Donc, dans un électorat qui est, on sait que c'est les gens aujourd'hui les plus âgés qui votent le plus, eh bien là encore, c'est le moyen parfait pour faire accepter ce type de contraintes et de contrôle. Terrorisme d'ailleurs largement créé par ce qu'on appelle l'Empire américain, avec son aide aux Saoudiens, son aide aux talibans, ceux qui sont devenus les talibans actuels, la lutte contre le climat que les grandes entreprises mondialistes ont elles-mêmes créée avec cette surconsommation qui aurait créé trop de CO2 et le virus qui, selon l'OMS, serait sorti de ce laboratoire de Wuhan. En tout cas, c'est ce que l'OMS dit, c'est la version la plus probable. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les téléspectateurs découvriront dans le livre une grande enquête sur le Covid que j'ai traduit, qui a été traduit par un texte qui est vraiment exceptionnel et qui retrace toute cette généalogie et tout ce qui s'est passé avec ce laboratoire de Wuhan et de gens dont on ne parle pas. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais il y a des noms qu'il faudrait connaître, qui est Ralph Baric, Peter Daszak de l'EcoHealth Alliance, Charles Lieber, qui est un spécialiste d'Harvard, qui a été arrêté récemment pour collusion avec la Chine par les autorités américaines. Donc il y a tous ces noms dont on ne parle pas assez en France et qui sont dans l'article qui se trouve dans le livre. Pour vous, la guerre à laquelle nous assistons est de nature spirituelle. C'est quoi la cause de cette guerre ? La cause de cette guerre, c'est d'une part la volonté de détruire le christianisme et notamment le catholicisme, dont je rappelle que la France est quand même le cœur historique et mondial. Et ensuite, cette guerre spirituelle, elle est aussi possible parce que les populations occidentales, et notamment les Français, se sont largement détournés de Dieu. Ça, c'est quand même un phénomène, là encore, qui marque son aboutissement et qui est commencé de longue date et qui, pour moi, est une, si ce n'est la cause première de tous nos maux. Au profit de la religion de l'homme. Dites-vous, c'est quoi la religion de l'homme ? C'est simple, c'est l'opposé de la religion de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a deux systèmes qui s'opposent, en fait, deux conceptions de l'homme et de la divinité. Il y a celui dans lequel on vit aujourd'hui, qui met l'homme au centre de tout, qui prétend que l'homme est la mesure de toute chose, et même que l'homme peut corriger et dépasser la nature, donc on est dans une création artificielle qui conduit au transhumanisme. Et sinon, le projet opposé, qui était celui du Moyen-Âge notamment, c'est l'ordre naturel, l'ordre créé par Dieu, où l'homme accepte sa nature de créature et d'être soumis à la volonté de Dieu. Et justement, vous dites les personnes sont actuellement privées des structures mentales nécessaires pour s'extraire du piège philosophique dans lequel elles ont été entraînées par cette religion de l'homme. Oui, absolument. Face à cette entreprise de déconstruction, quelle solution proposez-vous ? Je propose déjà alors une prise de conscience, parce que malheureusement, même si je dirais il y a un chemin qui se fait dans l'esprit de beaucoup de Français et de beaucoup d'Occidentaux en général, il faut avoir conscience qu'on est dans cette guerre et que en fait, ce projet-là
n'est pas du tout fait pour des raisons sanitaires. Il y a quelque chose qui se cache derrière qu'on a évoqué sur ce plateau. Mais surtout, je pense que l'antidote à ça, c'est justement rompre avec cette religion de l'homme qui infuse tout, qui est vraiment, je dirais, qui est le schéma par défaut pour revenir à cette conception traditionnelle qui veut remettre non pas l'homme au centre de tout, mais Dieu au centre de tout. Donc, une guérilla informationnelle pour faire prendre conscience aux gens de la réalité des choses et un retour vers Dieu et à la société traditionnelle, la famille, l'ordre naturel, l'autorité des pères. Là, vous allez vous mettre les féministes à dos. Oui, mais il faut que les féministes comprennent que justement le patriarcat, c'est pas la tyrannie, et c'est cette belle formule que j'ai empruntée à Sylvain Durin, qui est qu'est-ce que c'est que le projet traditionnel? C'est un père dans le ciel, un père pour la nation et un père dans la famille. Et donc c'est cette logique verticale qui est toujours équilibrée, et c'est ça le génie de la civilisation chrétienne occidentale, équilibrée par la barre horizontale qui est la barre de la féminité. Il y a toujours cet équilibre entre le masculin et le féminin, entre le principe vertical paternel et le principe horizontal maternel. La transcendance verticale et le matérialisme horizontal. Exactement, on peut résumer comme ça. Oui, mais on va vous dire que ce projet est archaïque. Le catholicisme, dites-vous, n'est plus associé à la sainteté, à la sagesse, à l'ordre, mais à la corruption, à l'ignorance, au crime. Vous direz quoi à ceux qui vous diront que l'Église n'est plus à même de remplir son rôle ? Alors je dirais que ceux qui disent que ce projet est archaïque, en fait, sont parfaitement représentatifs de ce mensonge philosophique dont je parlais, parce qu'en fait, tout ce qu'on nous présente aujourd'hui comme les attributs de la modernité, donc que ce soit l'indifférenciation, que ce soit le communautarisme, le matriarcat, la déification de la nature, en fait, tout ça, c'est un retour à la barbarie primitive pré-chrétienne. C'est-à-dire que c'est ça l'imposture de notre époque, c'est que tout ce qu'on nous présente comme la modernité, c'est un retour au temps primitif. Et en fait, la vraie modernité, c'est la modernité incarnée par le système traditionnel et par l'Église. Le philosophe René Girard parlait du christianisme comme d'une perfection anthropologique. Oui, absolument, c'est ça. C'est une perfection anthropologique qui a donné lieu à un système stable, qui a créé des choses extraordinaires qui étaient la civilisation occidentale. Et depuis qu'on s'en est éloigné, eh bien, on a ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ce triptyque sur lequel vous voulez que l'on revienne, la famille, l'ordre naturel, l'autorité des pères, c'est aussi ce que veulent les musulmans. Oui, alors avec la grande différence quand même qu'eux ne reconnaissent pas le Christ comme Messie, et que ce qui fait la différence avec la religion, que ce soit le judaïsme ou l'islam, c'est quand même que le christianisme est la religion de l'incarnation. Dieu s'est fait homme, Dieu est mort sur la croix par amour des hommes, et c'est ça qui change tout. Alors on est à quelques semaines de la reine des élections françaises, la présidentielle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la campagne, comment c'est en train de s'organiser? Il y a déjà certains observateurs qui évoquent des possibilités de fraude avec ce qu'on pourrait nous imposer, le vote par correspondance, etc. Oui, alors il y a tout un essai dans ce livre qui est consacré à la fraude électorale, qui est un sujet majeur que j'ai étudié suite à ce qui s'est passé aux États-Unis. Et il est essentiel de comprendre que c'est l'enjeu majeur. Les patriotes américains l'ont parfaitement compris. Tous les efforts des patriotes américains sont aujourd'hui consacrés à l'intégrité du processus électoral et remettre tout à plat. Moi, je suis assez effaré que pour l'instant, aucun candidat ou aucun mouvement ne s'empare de ce sujet, parce que c'est le sujet qui est au cœur de tout. Et malheureusement, eh bien, personne n'en parle. Mais surtout, pour terminer sur ça, je voudrais dire que penser comme on le fait aujourd'hui, toujours en matière de candidats, en matière de sondage, etc., c'est penser comme un moderne. Et penser justement comme un homme traditionnel, eh bien, c'est penser que c'est Dieu qui décide. C'est pas le vote, c'est pas votre choix, c'est pas votre préférence, c'est Dieu qui décidera. Et si Dieu doit sauver la France, eh bien, il le fera à la minute à laquelle il l'aura décidé, et il donnera aux hommes les moyens de le faire quand ils devront le faire. Stanislas Berthon, votre essai, le voici, L'homme et la cité, volume 2. Vous pouvez retrouver cet ouvrage passionnant sur notre boutique officielle. Merci Stanislas Berthon. Merci Pierre Bergerot.